Oui, oui, c'est pas y a-t-il, c'est il y a. Des gens dont je sais qu'ils sont des mythomanes et des menteurs absolus. Donc, je peux même donner des noms, par exemple Laurent Geoffrin. C'est-à-dire Laurent Geoffrin est quelqu'un qui ment comme un arracheur de dents, donc on peut pas débattre avec des gens qui vous disent: «Mais monsieur Laurent Geoffrin, vous avez dit ça». «Non, c'est faux, j'ai pas dit ça». «Si, vous l'avez dit». «Non, c'est faux, c'est pas moi». Si, si, c'était dans votre journal. Oui, peut-être dans mon journal, mais dans mon journal, vous savez, c'est un journal libre où les gens peuvent dire des choses. Vous, vous êtes un dictateur, moi pas, mais moi j'ai laissé dire, mais je n'assume pas, c'est pas moi ça. Oui, c'est la pluralité, c'est un effet de ma grandeur, etc. Oui, mais enfin, vous avez quand même dit non, c'est faux, etc., etc. Ces cas-là, ça sert à rien. C'est-à-dire que quand vous allez sur un plateau de télé, et il y a d'autres noms, hein, j'entends bien que je pourrais les donner, mais que je ne les donnerai pas, mais ou Mélenchon ou même les gens de la France insoumise qui sont tous un peu coachés comme ça. Je pense qu'il y a probablement des séminaires dans lesquels on coach ces gens-là en leur disant: «Tu coupes la parole, tu dis que c'est faux, tu dis que c'est pas vrai, tu dis que c'est une contre-vérité, tu dis que ça n'a jamais été dit, tu dis que ça a été déformé, tu dis que» bon voilà, des gens qui sont sans foi ni loi, qui sont des idéologues et qui vous font savoir que la vérité, ça compte pour rien. C'est Trotsky, hein, leur morale est la nôtre. Et Trotsky dit leur morale, les bourgeois, et la nôtre, les révolutionnaires. Et Trotsky dit, n'oubliez pas que Mélenchon a été trotskiste, et Trotsky dit la morale bourgeoise, on s'en fout. La peine de mort, le bien, le mal, etc., c'est la morale des bourgeois, on n'en a rien à faire. Nous, eux, ils sont des idéalistes, ils sont des déontologues, c'est la déontologie, pour reprendre des catégories de Bentham. Nous, on est des pragmatiques. Nous, on a une obsession, c'est la révolution. Et tout ce qui permet la révolution est bien. Tout ce qui entrave la révolution est mauvais. Le mensonge, par exemple, les bourgeois vous disent non, c'est pas bien le mensonge, faut pas mentir, faut pas mentir. Eh bien, les révolutionnaires disent ben, le mensonge, ça sert à la révolution, faut mentir. La trahison, ça sert à la révolution, faut trahir. L'assassinat, ça sert à la révolution, faut assassiner. Le bricolage, etc. Bricolons. La négation de la vérité, nions la vérité, etc., etc. Donc, si vous acceptez d'aller sur des plateaux de télévision avec ce genre d'individus, c'est pas compliqué. Et vous êtes de candeur tout habillé, vous êtes de vertu tout habillé, vous arrivez, vous dites, moi j'arrive avec la vérité, avec la justesse, avec la justice, avec l'histoire, et je vais dire, non, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça ceci, ça cela, vous avez en face de vous quelqu'un qui dit c'est faux. Non, non, vous mentez, ça n'a jamais été dit. Mais machin n'a jamais dit ça de vous, mais un tel n'a jamais dit ça de vous, etc., etc. Il y a plusieurs personnes comme ça. Il y a Gaspard Proust, un jour, je sais qu'il m'avait agressé dans un de ses spectacles, il a le droit. Et quelqu'un me l'avait dit. Le quelqu'un en question, c'est pas compliqué, c'était Guy Bedos. Et Guy Bedos m'a dit, vous avez agressé dans un spectacle, je me suis levé, je suis parti, et je n'ai pas accepté ostensiblement, on a vu que je partais, etc. Bah, merci, cher Guy Bedos, etc. Je suis pas allé chercher, je vais pas chercher ce genre d'informations. Puis un jour, je croise Gaspard Proust, ah, j'aime beaucoup, Michel Onfray, etc. Je dis, ah bon, pas tout le temps, il semblerait que vous ne m'épargnez pas dans vos spectacles. C'est pas vrai, comment ça? Non, c'est faux, totalement faux. Et là, je me dis, alors peut-être Guy Bedos s'est-il trompé, peut-être qu'il n'a pas tout compris, tout entendu, je ne sais pas. D'un seul coup, je me dis, il y a Gaspard Proust qui me dit une chose, Guy Bedos qui me dit autre chose, je ne sais pas qui dit, allez, l'un des deux ment, et je ne sais pas qui. Et un jour, par hasard, j'étais en train de zapper, et je tombe sur Gaspard Proust, que je ne connaissais pas très bien. Je me dis, tiens, je vais regarder un peu, et paf, la vacherie me concernant. Alors, il a le droit de dire des vacheries me concernant, il a tout à fait le droit, bien sûr. Mais un personnage qui dit des vacheries sur moi, mais quand je suis là, présent, et je lui dis, vous avez dit ceci, et qui me dit, ah non, pas du tout, vous avez dû vous tromper, il doit se souvenir quand même qu'il dit ce genre de choses en spectacle, eh bien, je me dis, voilà quelqu'un qui ment. Bon, après, voilà, c'est Gaspard Proust, là où il n'a pas du talent, c'est le problème des autres, c'est pas le mien. Mais il y a un moment donné où on se dit, on n'a pas forcément envie de débattre avec des gens qui sont capables de mentir éhontément. J'ai eu ça avec Polak aussi, un jour, qui m'agressait dès qu'il le pouvait. Puis un jour, je le croise dans la rue, ah tiens, Onfray, comment allez-vous, etc. Je dis, bah tiens, j'aime beaucoup ce que vous faites, vous êtes vraiment un sale type, vous, en permanence. Mais non, c'est pas vrai, vous pouvez pas dire une chose pareille. Et je lui avais expliqué, je lui avais dit, si, 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 moi je me souviens très bien, je suis un peu hypermnésique, c'est un peu problématique, mais quand j'ai fait mon premier livre, qui était Le ventre des philosophes, qui s'appelait Diogène Cannibale, mais enfin bon, Jean-Paul Antoven avait modifié le titre, et il me dit, il faut un petit truc, 3 lignes, il faut vous présenter, et dire qui vous êtes. Moi, j'étais rien du tout, donc, et je fais un petit truc ironique en disant, Michel Onfray n'est pas agrégé, n'est pas normalien, n'habite pas Paris, etc. Il me dit, non, faut pas dire ça, c'est pas dire ça, etc. Et il avait fait un petit truc en disant, Michel Onfray prépare un livre sur les cyniques grecs. Et donc, je venais de faire ce livre, Le ventre des philosophes, et dans l'événement du jeudi, il avait fait un papier en disant qu'est-ce que c'est que ce type? Il a fait un infarctus, ça devrait le rendre gentil et méchant. C'est Michel Pollack qui disait qu'il était méchant, qu'il était gentil, quand même, il fallait le faire.
et ça devrait le rendre gentil, il n'est pas gentil, puis d'abord il a sous-titré son livre «Critique de la raison diététique», il se prend pour Kant, quel branleur, et cetera. Ça s'appelait de l'humour, et bien évidemment que je n'avais pas l'intention que je pourrais rivaliser avec Emmanuel Kant, mais que c'était une plaisanterie. Et donc, il finissait en disant: «Quant à son livre sur les cyniques, il sera de toute façon mauvais, tout a déjà été écrit sur le sujet». Le livre précédent datait de 1854 et s'appelait, c'est un livre sur Antisthène d'Alfred Chapuis. Il venait de paraître en même temps, je n'avais pas lu, mais un livre de la regrettée Marie-Odile Goulet-Cazé, qui avait écrit un livre qui s'appelait La Cèse cynique. C'était en même temps, je n'avais pas lu ce livre quand j'ai écrit sur ce sujet. Ou si je l'ai lu, mais enfin, au moment où j'annonce ce livre, je crois me souvenir que le livre n'existait pas. Et je lui dis, vous avez quand même fait la critique négative d'un livre que je n'avais pas encore écrit. C'est pas vrai, vous pouvez pas dire une chose pareille. Et là, je suis un peu perplexe parce que je me dis, bon, ma mémoire m'a trahi, je me trompe. Bon, et je téléphone à Grasset en disant, vous pourriez pas regarder un peu, parce qu'il y avait des archives, regarder un peu quel était ce papier, s'il le dit, etc. Et Grasset vérifie, il me dit, oui, non, mais tu as raison, il a dit ça. Donc, etc. C'est-à-dire que vous avez machin, bidule, un tel, et des gens qui, quand ils vous disent, vous avez confiance en votre mémoire, vous dites, vous avez dit ça, ce serait bien qu'on se le redise là, je suis là en face, donc vous allez pouvoir m'agresser maintenant, je vais pouvoir vous répondre. Et qui disent, ah non, je ne l'ai pas dit, c'est pas vrai, vous mentez, pourquoi vous dites une chose pareille? Eh bien, vous êtes perdu. Et alors, le problème, c'est que si vous faites ça à la télévision et que vous avez des milliers de gens qui vous regardent, vous dites, ben, après tout, qui dit vrai? On ne sait pas. Et il y a des gens, je me dis: «Ben non, j'ai pas forcément envie de débattre avec eux parce que de toute façon, ils sont dans le mensonge, ils sont dans le travestissement, ils vont inventer des contre-vérités. Je n'ai pas les moyens de prouver que je dis juste et que je dis vrai, et après c'est un partout, et je ne veux pas donner à ces gens-là un point qui leur reviendrait, alors que finalement, ce sont des salauds». Donc oui, il y a des gens de temps en temps sur certains plateaux, je demande avant, savoir qui s'y trouve parce que il m'est arrivé de refuser des plateaux en disant: «Non, non, je veux pas me retrouver sur un plateau avec un menteur pareil, avec un mythomane pareil, avec un type qui raconte des sottises en permanence comme ça. Je veux pas débattre avec, des gens comme ça parce que de toute façon, ce sont des gens qui boxent, mais qui en même temps, mettent du plomb dans leurs gants, mettent, des lames dans leurs savates, et puis, on se retrouve massacré par des gens qui n'ont pas joué, correctement le jeu. Donc, quand je sais que j'ai affaire à des faussaires, de fait, je refuse les débats. Pas forcément, parce qu'il y a dialogue et dialogue. Regardez par exemple les dialogues de Platon. Vous me direz ce sont des fictions, mais le dialogue de Platon, c'est... Bon, d'abord, ne pas oublier que Platon, à l'origine, est un lutteur, et que quand il écrit ses dialogues, c'est de la lutte. Hein. En même temps, il se fabrique des opposants qui sont à cette dimension, c'est-à-dire enfin, faciles à terrasser. Je dirais les sophistes, par exemple. Bon, voilà. Les matérialistes, c'est plus compliqué, voilà pourquoi ils n'en parlent jamais. Mais donc, le dialogue, c'est pas la domination de l'un sur l'autre, c'est l'échange. Mais c'est pas seulement l'échange, c'est la possibilité d'entrer dans l'argument de l'autre, dans l'argumentation de l'autre, entrer dans la logique de l'autre. Et pas toujours très simple ou pas toujours très facile. Je pense à la question de la foi, par exemple. Vous dites, bon, parlez à quelqu'un qui vous dit que, par exemple, j'entendais l'autre jour une émission sur une radio où il était question des apparitions de la Vierge. C'est difficile d'avoir un dialogue avec quelqu'un qui pense que, un, la Vierge apparaît, enfin la Vierge existe, deux, la Vierge apparaît. Et que trois, elle communique, et que quatre, elle parle, et que cinq, elle est habillée de telle manière, et que six, elle fait des prédictions de ceci ou de cela, etc. etc. Bon. C'est difficile dans ces cas-là de dialoguer avec quelqu'un parce qu'a priori, vous vous dites, bah oui, mais il faudrait commencer par le départ. Et moi, je ne crois pas possible qu'on puisse être une vierge qui est enfantée et qui soit prétendue morte il y a 20 siècles, mais qui puisse encore être vivante, qui puisse intervenir physiquement, être habillée, parler la langue des gens à qui elle s'adresse, etc. Vous dites, oui, on peut toujours dialoguer, on peut toujours échanger, mais il y a un moment donné où il faut un substrat commun, il faut qu'on puisse s'entendre sur un certain nombre de choses. Si quelqu'un vous dit que la Terre est plate, les musulmans le disent. J'ai lu l'autre jour que 10% des Français pensaient que la Terre était plate. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a 10% de musulmans, mais je veux dire que 10% de gens en France croient que la Terre est plate. Donc, est-ce qu'on peut démarrer un dialogue avec des gens qui vous disent que la Terre est plate, après qu'ils aient la possibilité de voir sur des écrans que la Terre est ronde, puisqu'on est capable de la photographier à partir d'une station spatiale, par exemple, et que Pesquet ne se prive pas d'envoyer des photos de la planète. Mais ces gens-là vont vous dire que non, que c'est un complot, que ceci, que cela, etc. Donc,
Si le dialogue est de bonne foi, et encore, ça suffit pas, parce que je pense que quelqu'un qui nous dit que la Vierge existe, il est aussi de bonne foi. C'est problématique, la question du dialogue. Deleuze n'y croyait pas. On ne dialogue pas, ça sert à rien, on n'a jamais converti personne, etc. J'ai assez tendance à le croire. Je pense, en revanche, que si on ne convertit personne, on peut au moins prendre connaissance des arguments d'autrui. Et que peut-être l'essentiel du dialogue est là-dedans. C'est pas dans le fait de convertir quelqu'un à sa pensée, du genre, ah, tu croyais pas à la Vierge, et à l'issue de notre conversation de 3 heures, tu y crois maintenant. Ça, je crois pas à ça. Je crois en revanche qu'on peut entendre les arguments d'un autre, rentrer dans la pensée d'un autre, voir comment fonctionne cette pensée, puis éventuellement dire, bon, sur la question de la Vierge, le problème c'est la grâce, c'est tout, c'est la question de la grâce, on a la grâce ou on n'a pas la grâce, et c'est pas de savoir si la Vierge existe, si elle apparaît ou si je ne sais quoi, c'est de dire, toi qui crois qu'elle apparaît, si tu le crois, c'est que assez probablement tu as la grâce. Et puis là, on peut discuter sur la grâce chez Pascal, chez les jansénistes, chez Jansénistes, chez Augustin, toute la question du déterminisme, de la fatalité, du libre arbitre, et là le dialogue peut avoir lieu. Mais c'est assez rare. Souvent ce sont des combats de coq avec des gens qui ne s'écoutent pas beaucoup, avec des gens qui, quand vous avez dit quelque chose et qu'ils sont en train de vous répondre, vous n'êtes déjà plus en train d'écouter ce qu'ils vous disent, mais vous êtes déjà dans votre prochaine question ou la remarque que vous allez pouvoir faire. Ça suppose de l'humilité, le dialogue, et je pense que l'humilité n'est pas la chose la mieux partagée du monde ces temps-ci.